Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre à Média Pro. Nous parlerons aujourd'hui, plutôt ce soir, du Festival de Cannes, un festival de cinéma où la politique s'est quand même invitée avec une palme d'or qui a été remportée par le cinéaste iranien Jafar Pahani. Le Festival de Cannes rend également hommage au réalisateur icône du cinéma algérien et talent incontournable dans le monde du cinéma, l'universel Lardar Hamina, avec des productions mythiques dans le cinéma algérien qui ne connaît pas par exemple le Chronique des années de Braise ou encore Le Vent des Aurès et puis Hassan Tero. Des productions restent immortelles dans le conscient et le subconscient des Algériens. Lardar Hamina, plus qu'un réalisateur, une légende. Retour également sur la question de la mémoire et avec l'historien Benjamin Stora qui propose des tentatives d'apaisement dans la crise opposant Paris à Alger. Nous évoquerons ce soir le génocide sioniste et comment ne pas l'évoquer, et avec le ciblage qui continue des journalistes dans une tentative vaine de faire taire la vérité. Tout de suite, les développements. Alors ce soir, pour en parler, nous avons avec nous, comme d'habitude à Média Pro, Faisal Metawi, notre chroniqueur à Média Pro. Bonsoir. Et puis nous recevons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir notre collègue à la rédaction, mais également mon confrère à l'échiquier international, Karim Bouaziz. Bonsoir. Bonsoir Léla, ça me fait très plaisir. Bonsoir Faisal. Merci d'être avec nous. Alors Faisal Metawi, pour commencer, le Festival de Cannes, dès le début ou dès la lancée, si vous voulez, a fait déjà couler beaucoup d'encre. On a parlé des positions de certains acteurs, de la signature ou de la pétition qui a été signée contre ce qui se passe aujourd'hui à Raza. Et puis maintenant vient le tour, ou si vous voulez, le jour des prix. Il faut bien que des prix soient décernés. Et nous avons le cinéaste iranien qui vient de remporter la Palme d'Or. Absolument, c'est Jafar Panahi qui a eu le prix pour un simple accident. C'est un film, parce que Jafar Panahi, selon ce qui a été présenté, a été mis en prison en Iran et il est sorti, il est revenu à Cannes 15 ans après. Le film, c'est un film, bon, les critiques sont un peu partagées parce qu'il y a ceux qui pensent que c'est un film bouleversant, parce que ça raconte l'histoire d'un homme qui était en prison et qui est sorti et qui, sur la route, retrouvera un homme qu'il pense qu'il a été son tortionnaire. Et puis l'histoire s'enchaîne comme ça. Jusqu'à la fin pour savoir un peu ce qui s'est passé. C'est un peu Jafar Panahi qui veut parler de lui, et on le voit à l'image lors de la cérémonie de clôture samedi 24 mai à Cannes. Il avait tenu quelques paroles en disant que personne n'a le droit de vous dire ce que vous devriez faire, ce que vous devriez dire. C'est un plaidoyer pour la liberté. Il faut juste noter que Un simple accident est un film grandement produit par la France. C'est un film franco-iranien. Il n'y a que le réalisateur qui est iranien, parce que le producteur est français, le distributeur également, M2K Film et distributeur. C'est un distributeur international. Et Juliette Binoche, qui est présidente du jury, quand elle a annoncé, comme on le voit aussi à l'image, elle a mis les couleurs françaises, bleu, blanc, rouge. Elle a dit que l'art provoque, questionne et bouleverse, et donc d'où le choix politique, parce qu'il est évident que c'est un choix politique, et elle-même, elle a dit que le choix n'était pas uniquement politique pour ce film, mais aussi pour l'aspect esthétique, etc. Mais si on voit le palmarès du Festival de Cannes, on voit que pratiquement tous les films ont des liens quelque part avec la politique. Oui. Valeurs sentimentales de Joachim Trier, qui est un réalisateur norvégien, un peu politico-social. Sirat, qui est un film très politique de l'espagnol Olivier Lax. Et également Sound of Falling, le son de la chute de l'allemand de Marshka Chelinski. De la même chose pour ce film a eu le prix du jury, le grand prix pour valeur sentimentale, et le prix de la mise en scène à Kleber Mendoza, qui est un réalisateur brésilien, l'agent secret qui parle de la corruption dans le Brésil des années 1970. Donc on voit que les choix de Cannes ont été en grande partie influencés peut-être par l'actualité politique, parce qu'on sait que l'Iran, il y a toujours des attaques contre l'Iran, soupçonnées de développer l'armement nucléaire, et à chaque fois on parle de sanctions, on estime qu'il faut attaquer ce pays, donc à chaque fois, parfois on utilise le cinéma, parce que vous savez que le cinéma
peut dire ce que les politiques ne peuvent pas dire, que les médias ne peuvent pas dire. Oui. Alors, Karim Bouaziz, on a tendance à dire que ce n'est pas la première fois quand même que la politique s'invite au Festival de Cannes. Ça s'est fait par le passé où la politique était présente dans certains films. On voyait, c'est-à-dire que dans l'ensemble, la politique, elle est toujours là, de manière teintée ou même de manière des fois beaucoup plus claire et plus affirmée. C'est le médium du soft power, donc c'est forcément le reflet à la fois de la société et peut-être du monde. Il y a aussi cette année, on a vu Sean Penn, l'acteur américain, monter avec des soldats ukrainiens pour faire écho à ce qui se passe dans cette partie du monde. Il y a bien entendu le discours de Juliette Binoche qui fait un magnifique clin d'œil au génocide, à la tragédie de la Palestine. Le Festival de Cannes, ça a toujours été là. C'est-à-dire chaque jour, il y a une telle richesse pour ce festival qui est un des meilleurs festivals au monde. Chaque jour, il y a une actualité par rapport au monde, par rapport aux événements du monde, à la tragédie, parfois l'espoir. Par exemple, le réalisateur iranien Jafar Panahi, c'est vrai qu'il a parlé des tenues, mais avant ça, il a parlé de la société iranienne avec un mot d'espoir en disant que malgré la diversité, malgré les différences, malgré les orientations, essayons de former un seul peuple. Et je trouve que c'est un beau message d'apaisement et d'humanité. Et c'est ça aussi le cinéma. C'est le 7e art qui est là pour réunir. Par exemple, au Festival de Cannes, il y a tellement de nationalités, d'origine. C'est aussi un cinéma qui donne la chance à des réalisateurs qui n'ont parfois pas la chance de s'exprimer ailleurs. Donc cette année, je trouve que c'est une belle édition. Oui. D'abord, Jafar Panahi lui-même, c'est vrai qu'il a un cinéma un peu particulier. Il se filme parfois lui-même. C'était le cas dans Taxi Téhéran, qui a eu un grand prix au Festival de Berlin. Et il faut noter que c'est le Festival de Berlin qui se tient en février de chaque année qui a découvert le plus Jafar Panahi. Parce que le Festival de Berlin, comparé à Cannes, il est beaucoup plus ouvert. Sa ligne éditoriale est beaucoup plus large et il offre plus d'espace au cinéma du monde. Parce que le Cannes s'est concentré... D'expression, absolument. Ce sont des films qu'on ne voit pas, par exemple, au Festival de Cannes. Parce que Cannes est un festival qui est très concentré sur le festival cinéma européen et nord-américain. Là, il s'ouvre un peu plus. Parce que lorsqu'on voit le palmarès, on voit qu'il s'est un peu ouvert sur le cinéma chinois. Parce qu'un film chinois a eu un prix, le prix spécial, c'est Résurrection de Bijan, cinéma brésilien, norvégien, etc. Mais Panahi a filmé Taxi Téhéran, est un film qui, à mon avis, plus intéressant que le film Palmé d'Or ce samedi. Filmé en caméra numérique. Caméra numérique, c'est dans un taxi où des personnes s'installent à l'intérieur, mais ils avaient tous les segments, Karim a parlé de la société, tous les segments de la société iranienne qui passent dans ce taxi. Oui, parce que le taxi, effectivement, est un espace de rencontre qui peut être intéressant, qui peut être surprenant. Et cette manière de filmer, de raconter ça, c'est un micro-société, une micro-société. Absolument. Taxi Téhéran est un faux documentaire. C'est pas vraiment un film fictionnel, mais ça donne une idée sur la société iranienne. C'est un clin d'œil surtout au film de Abbas Kiarostami, Ten, où on parle d'une femme avec son enfant qui prennent en stop plusieurs profils de la société iranienne, et à la fois peut-être des laïcs, des modernistes, des traditionnalistes, et à la fois elle va à la rencontre d'une société, elle découvre qu'une société est beaucoup plus complexe qu'on la présente dans les médias. Et pour revenir à ce que tu disais, ou vous disiez, Faisal, Abbas Kiarostami, le réalisateur iranien, a été découvert à Cannes. C'est à Cannes qu'il a fait. À l'époque, peut-être que c'était un autre festival de Cannes. Ça a un peu changé, mais c'est vrai que c'était un peu le chouchou du festival de Cannes. À chaque fois qu'il revenait, il présentait des films à la fois humanistes, complexes. Il semble avoir la cote, en tous les cas, du côté français, à en croire le fait qu'ils aient donc accepté de produire son film aujourd'hui, qui a la Palme d'Or. Oui, le cinéma iranien est un cinéma particulier, c'est un cinéma très très puissant. Il ressemble parfois au cinéma turc voisin ou les cinémas d'Azerbaïdjan. Et Abbas Kiarostami, Karim, autant que Jafar Panahi, font partie de ce qu'on appelle la nouvelle vague du cinéma iranien. C'est une vague qui est née à la fin des années 60, début 70, et qui était beaucoup plus ouvert, parce qu'à un moment donné, le cinéma iranien était très marqué par les idées idéologiques, par certaines idées figées de la société iranienne, qui a beaucoup évolué. Jusqu'à présent, oui. Personnellement, j'ai visité l'Iran, donc je peux en parler de la vie culturelle très, très animée dans ce pays, à Téhéran notamment, et d'autres villes
dans ce pays. Et cette nouvelle vague, effectivement, est en train de donner des pépites parfois. Ça peut plaire parfois au regard occidental, parce que le regard occidental est toujours de voir la société iranienne comme une société réprimée. Où la femme est complètement brimée. Parce que quand personnellement je suis parti à Téhéran, j'avais parfois subi ce matraquage des médias occidentaux. Des préjugés, on part avec nos préjugés. Des femmes complètement voilées, des hommes barbus. J'ai pas vu ça à Téhéran. J'ai vu une société, une jeunesse qui vit, qui sort le soir, etc., avec des salles de cinéma, avec des galeries d'art, etc. Donc c'est pour ça que parfois le cinéma nous donne une partie disons, un miroir de la société, mais il ne le donne pas complètement. Ja'far Panahi, Karim a raison, c'est vrai qu'il plaide pour son pays, il a dit que le plus important, c'est notre pays, on puisse vivre librement, on puisse parler, etc. Évidemment, le cinéma ne peut pas être déconnecté de la liberté. D'ailleurs, son film, donc Un simple accident, c'est un clin d'œil, justement, encore une fois, à Abbas Kiarostami. Et le cinéma iranien, c'est-à-dire les Français ont toujours voulu le faire tomber dans une espèce de caricature. Il fallait critiquer la société iranienne, mais de manière frontale. Eux, ils l'ont fait, enfin ils en ont parlé, pas forcément la critique, avec un peu de pudeur, beaucoup de poésie, vraiment à l'iranienne, de manière un peu soft, et ça donne à ce cinéma vraiment un courant. C'est-à-dire le cinéma iranien, on ne le dit jamais assez, mais a inventé vraiment une manière de faire du cinéma, et ça c'est important de le rappeler. Et d'ailleurs le cinéma iranien est en train de prendre vraiment beaucoup de place dans le monde du cinéma, vu justement la problématique qu'il donne. Ce n'est pas un cinéma de divertissement, pour le dire ainsi. Oui, parce c'est vraiment un cinéma où... Voilà. Parce que le cinéma occidental, ces dernières années, il se mord la queue, si vous voulez, parce que c'est des sujets qui reviennent en récurrence. Il y a les thématiques de la famille, par exemple, qui sont très, très présentes dans les festivals de Cannes ces dernières années. Valeurs sentimentales de Joachim Trier parle du rapport très compliqué entre une fille et son père. La même chose pour le film qui a eu un prix des frères Dardenne, qui parle de jeunes filles qui vivent ensemble, etc. Donc on sent qu'il y a une crise morale dans l'Occident, on sent qu'il y a une crise très profonde qui traverse les sociétés occidentales. Et les cinémas qui viennent d'ailleurs, le cinéma iranien par exemple, le cinéma, j'allais dire mexicain aussi, qui a beaucoup évolué, le cinéma argentin, le cinéma qui vient en Afrique, du Mozambique par exemple, ou du Kenya, qui porte d'autres expressions, le cinéma qui vient du Yémen. Cette année, le cinéma nigérien aussi. J'ai vu dernièrement Festival d'Oran, un film qui vient du Yémen, qui est très puissant aussi, qui a été pris. Et là, les festivals dans Cannes sont en train de chercher d'autres expressions. Ça veut dire qu'il faut rester avec l'humain, il faut poser des questions contemporaines, mais il faut aussi le faire d'une manière esthétique et poétique. Ça ne fait pas de faire des discours. Le cinéma occidental, ces dernières années, une partie, bien sûr, du cinéma, pas tout le cinéma. Parce qu'il y a de très bons films qui sont faits en Slovénie, en Moldavie, en Roumanie, en Bulgarie, dans toute l'Europe de l'Est, et en Scandinavie aussi, comme la Norvège et la Suède. C'est un peu une partie de ce cinéma qui est en train de souffrir sur le plan des idées. Il y a une certaine panne. Influencé aussi du scénario. Il y a une crise du scénario, influencé aussi par les plateformes, parce que les plateformes comme Netflix et les autres sont en train d'imposer des idées. Il faut écrire comme ça. Vous n'avez pas le droit. Il faut dès la première image montrer une voiture qui percute un homme dans la rue, ou une femme qui brûle, un truc comme ça. Et ce genre d'écriture, parfois, laisse des traces indélébiles dans le cinéma. Très bien. Alors, puisqu'on parle de cinéma, on va parler aussi de l'hommage qui a été rendu au Festival de Cannes au réalisateur algérien Lakhdar Hamina, qui vient de nous quitter. Un hommage où son film Les Chroniques des années de Braise, qui a décroché donc la Palme d'Or en 1975, a été projeté à nouveau dans Cannes Classique. Alors Lakhdar Hamina s'en est allé, mais je pense qu'il a vraiment marqué son passage et surtout le cinéma algérien d'une pierre blanche. Ça restera pour l'éternité, Lakhdar Hamina. Cinéma africain, cinéma arabe, cinéma du tiers-monde, parce que Mohamed Lakhdar Hamina est le seul à ce jour à avoir eu la Palme d'Or, qui est la haute distinction au Festival de Cannes pour Chronique des années de Brest. Déjà, ce film très très beau a parlé de la guerre de libération nationale, de ce qui est le système colonial, le système oppresseur. Mohamed Lakhdar Hamina était un homme qui aimait beaucoup l'agriculture et qui est venu de l'agriculture vers ce monde de paysans. D'ailleurs, on voit ce rapport dans ses films à la terre. Absolument, il y a toujours un rapport à la terre, le bon des Aurès, le bon du Sud et les autres films. Effectivement, cette palme d'or reste gravée à ce jour. Et Lakhdar Hamina a terminé sa vie comme un cinéaste aussi, parce qu'il a quitté ce monde 1 heure après ou 1 heure et demie après la cérémonie d'hommage qui a eu lieu au Festival de Cannes, dans Cannes Classics.
parce que la version Chroniques des années de braise a été entièrement restaurée en 4K, qui est une norme très contemporaine et très excellente sur le plan qualité. Très actuelle. Et le film sera projeté à l'Opéra d'Alger le 29 mai. Je précise seulement que ça sera projeté donc voilà, à l'Opéra d'Alger. Qu'on attend et le film avec impatience. Hein. Et le film sortira dans les salles en France du moins à partir du mois d'août. Peut-être qu'il viendra aussi en Algérie, parce que maintenant il y a une tendance dans le monde, c'est de reprendre des classiques, des films restaurés et les représenter au public, surtout au jeune public, parce que j'imagine que les jeunes Algériens, en grande partie, ont peut-être vu le film à la télévision, mais la version qui est à la télévision, c'est l'ancienne version du film, donc elle n'est pas vraiment... Ça doit donner une redynamique plus contemporaine, plus actuelle. La restauration donne une deuxième vie au film, dont le film de l'Akhdar Hamina, Chroniques des années de Brest. Voilà. Alors, les années de Brest, l'Akhdar Hamina, qui ne connaît pas l'Akhdar Hamina aujourd'hui, l'Akhdar Hamina, c'est pas juste un réalisateur Karim, c'est aussi une légende. C'est une légende pour l'Afrique, c'est une légende universelle. D'une certaine manière, je parle pour les réalisateurs algériens, on fait tous des films à partir de l'Akhdar Hamina. On est obligé de se comparer. Il est là, c'est un peu le repère. C'est le fond, il est là, c'est le sage du cinéma algérien. Ça le restera pendant des années. En plus, c'est une canne, c'est une palme d'or qui est éminemment politique, parce qu'à l'époque, on le dit pas assez. Quand il a reçu sa palme d'or, il faut savoir que le jury a été menacé, et on avait même menacé de mettre des bombes, parce qu'on voulait pas, une certaine extrême droite ne voulait pas qu'on discerne le prix à l'Akhdar Hamina. Et j'oublie le jury de cette année-là, mais en tout cas, qui dénonce le système colonial, les arbres du colonialisme, la souffrance, et surtout ce peuple algérien avec pas grand-chose qui réussit quand même à exister et faire sortir. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure que la politique a toujours été présente finalement dans le Festival de Cannes. C'est un peu le Festival de Cannes, rapidement, mais c'est un peu le contre-courant de Hollywood, c'est-à-dire les Américains, c'est un peu tabou de parler directement de cinéma. Par exemple, cette année, on a vu des acteurs, on voulait leur faire dire des critiques sur la politique américaine, ils ne voulaient pas. Donc Cannes, c'est un peu le contre-courant de Hollywood, et l'Akhdar Hamina s'inscrit parfaitement dans cette lignée, dans cette trajectoire. Oui, parce que l'Akhdar Hamina, à l'époque, il avait une garde de la police, il était menacé, parce que vous savez que cette région du sud de la France est une région où il y a beaucoup d'extrême droite, vous avez raison. Le film de Rachid Bouchareb, Hors la loi, qui est montré pour la première fois dans un film, le massacre du 8 mai 1945, parce que les colons avaient tiré, les soldats français avaient tiré sur les Algériens à Guelma, Staïb, Kharrata et d'autres villes algériennes. Ça a été montré pendant 8 minutes, et les 8 minutes ont suscité une vague d'indignation, parce que le film de Rachid Bouchareb, qui a représenté l'Algérie, Rachid Bouchareb veille toujours à ce que ses films représentent l'Algérie, y compris aux Oscars. Il a été sélectionné à plusieurs reprises aux Oscars. Il a été attaqué par la critique, ou une certaine critique française, attaqué aussi, il y avait des menaces de mort contre lui à Cannes. Vous voyez donc jusqu'où l'extrême droite peut aller. Même les médias, les médias aussi. Ils n'ont pas été à voir de haine en disant qu'il ne fallait pas... Oui, même le maire de Cannes, à un moment donné, l'a menacé aussi. L'a menacé aussi, parce que les Français ne veulent pas regarder en face, dans le miroir, dans le cinéma, certaines réalités terribles. Et c'est pour ça qu'il y a un chantier ouvert devant le cinéma algérien pour aborder tous les crimes commis par le colonialisme français à partir de 1830. Parce qu'ils ont tendance à réduire la guerre, ce qu'ils appellent la guerre d'Algérie, à 1954-1962. Et effectivement, l'Akhdar Hamina, à travers ce film, il a un peu choqué. Parce que souvent, à l'époque, parce qu'il fallait le faire, c'était courageux. Cette palme d'or, 13 ans après l'indépendance, ce pays, parce que déjà quelques années auparavant, il y avait le film Z de Costa Gavras, et l'Akhdar Hamina était également impliqué comme producteur dans ce film. Z a donné aussi le premier Oscar au cinéma algérien, africain et arabe. Donc le cinéma algérien, quelle que soit la manière avec laquelle on le dira, quelles que soient les critiques actuelles, est un cinéma qui a été leader et restera leader dans le monde arabe, dans le monde africain. Parler de politique du cinéma, en fait, le cinéma algérien était naturellement, pas politique parce que c'est trop faible comme terme, mais en tout cas, c'est une voix presque universelle. Tout le monde se sent représenté pour justement donner la voix à toutes les victimes et celles qui veulent, en tout cas, s'en sortir du totalitarisme. Merci beaucoup. J'ajouterais seulement que l'Akhdar Hamina, comme Ahmed Rachdi, comme René Vautier, étaient parmi ceux qui ont contribué à la naissance du cinéma algérien. On ne rendra jamais assez hommage à ces hommes, à Jamal Chenderli aussi, à Pierre Clément, et à tous ceux qui ont contribué à ce que la guerre de libération nationale
soit montrée au monde. Ce n'est pas les médias qui ont montré la guerre, c'était le cinéma. Oui. L'Algérie en flammes de René Bourtier a choqué le monde entier, y compris le président américain à l'époque, Kennedy, qui avait plaidé pour l'indépendance de l'Algérie. Donc le cinéma algérien, sa particularité, peut-être c'est le seul cinéma au monde qui est né en dehors des studios. Il est né carrément dans les forêts, dans les maquis, pour montrer le combat libérateur des Algériens. Il n'y a pas d'ancrage. Très bien. Alors, messieurs, je vous propose, je rappelle tout simplement que l'Akhdar Hamina donc, a été inhumé hier à Alger. Et, donc, je vous propose d'avoir les témoignages d'abord de son fils, Malik Hamina, qui est lui aussi réalisateur, et aussi de Abdelnour Zahzah. Je suis allé. Et puis j'ai rendu cet hommage, enfin Cannes a rendu cet hommage, et on m'a permis de lire un texte que j'ai lu au nom de mon père. Il y a eu beaucoup de monde, il y a eu de différentes nationalités, des Japonais, des Indiens, enfin un peu partout, et le film a été apprécié, la salle était pleine. Et on fait une sortie simultanée en Algérie au mois de septembre et en France. En France, c'est déjà, tout est prêt. Maintenant, c'est à nous de nous préparer ici. Mohamed l'Akhdar Hamina était une icône du cinéma algérien. Déjà, il représente la première génération de cinéastes qui a réalisé quasiment les premiers films algériens depuis Yasmina, qu'il a co-réalisé avec Jamaldine Chandarli pendant l'Algérie en lutte pour son indépendance. Et puis juste après, il a commis ce chef-d'œuvre qui est Le Vent des Aurès, Keltom, Allah yarhamha, Omar Tayan, ou Mohamed Chouir, son souci, l'Akhdar Hamina, c'était la représentativité des Algériens sur le grand écran. Mohamed l'Akhdar Hamina reste pour nous le doyen, le père spirituel de pratiquement tous les cinéastes réalisateurs algériens. Et il a été derrière la création du cinéma algérien au Maquis. Et ensuite, il a participé activement tout de suite après à l'indépendance avec des films. Ces 7 longs métrages étaient différents. Ces 7 longs métrages ont été d'une palette différente, mais toujours la même âme, et toujours qu'il soit en comédie ou là que ce soit comme la chronique Zaïd Brez, une grande fresque. Il a toujours suggéré ses films. Il a toujours donné une dimension internationale. Et derrière nous, on ne peut qu'espérer le même parcours. Pratiquement toutes les générations ont été influencées par Mohamed l'Akhdar Hamina. Voilà, donc ça, c'était un peu les échos qui ont été recueillis hier à l'inhumation de l'Akhdar Hamina. Vous y étiez, Faisal Matawi, votre réaction? Absolument, j'ai vu beaucoup d'amis de l'Akhdar Hamina, beaucoup de cinéastes, beaucoup. J'allais dire modestement, malheureusement. J'aurais voulu voir plus de cinéastes, parce qu'effectivement, comme l'a souligné Karim, l'Akhdar Hamina reste leur référence. C'est vrai que et Lotfi Bouchouchi, qui vient de sortir un film qui s'appelle La Gare, il sera dans les salles à partir du 30 mai. Tout le monde s'est référé à lui, parce qu'après tout, c'était le Palme d'Or, c'est le numéro 1. Le cinéaste algérien. D'autant plus qu'il avait ce passé révolutionnaire. En Afrique aussi. Oui, en Afrique, le président Abdelmajid Tebboune a salué le Moudjahid, parce que c'est vrai que c'est un Moudjahid qui a combattu avec l'image. Et je voulais reprendre, si vous voulez, Leïla, ce passage d'un discours prononcé par l'Akhdar Hamina Malik, qu'on a vu tout à l'heure. Son fils. Lors de l'hommage à Cannes Classics, lors de la projection de la version restaurée du film Chronique de Zaïd de Brez. Il dit qu'à travers ce chef-d'œuvre, l'Akhdar Hamina n'a pas seulement filmé la guerre ou la révolution, il a filmé la douleur de l'exil, la colère du silence, la dignité des oubliés et la lumière indomptable de l'espoir. Il a tendu la main non pour diviser, mais pour rassembler, pour rappeler que la mémoire n'est pas un poids, mais un passage, que le cinéma peut être une force de réconciliation. Nous saluons ici non seulement l'artiste visionnaire, mais l'homme de paix, l'homme qui a fait du cinéma une terre d'accueil pour les vérités blessées. Je trouve que c'est un très bel hommage. Belle poésie, c'est joliment dit, il y a beaucoup de pudeur, et c'est tout à fait ça, hein. Il a trouvé des mots justes. Ça fait un peu un écho aussi à l'actualité, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on n'en a jamais terminé. L'Akhdar Hamina demeurera encore longtemps, non seulement au sein de la grande famille du cinéma algérien, mais j'ai l'impression que pour tous les historiens et tous les amoureux de l'Algérie, tout simplement. Oui, absolument. Et notre ami Salim Agar, qui était chez nous hier dans l'émission de choix, parlait d'un fait important. En 2012, par exemple, vous voulez proposer Mohamed l'Akhdar Hamina pour qu'il soit président du jury à Cannes. Vous savez, la tradition à Cannes, c'est que les Palmes d'Or, ceux qui obtiennent le Grand Prix, donc la Palme d'Or, à un moment donné, sont présidents
du jury. 2 ans, 3 ans, 10 ans après. L'Akhdar Hamina, Mohamed Akhdar Hamina, était le seul à n'avoir pas été sollicité comme président du jury parce que c'est des choix politiques. Parce que je l'avais dit dès le départ, il y a des choix politiques. Oui, parce que à ce jour, peut-être je me trompe, il n'y a eu jamais un Algérien dans le jury de Cannes, quel qu'il soit. Membre du jury. Membre du jury. On a sollicité des réalisateurs, des comédiens de moindre envergure parce qu'il faut noter que nous avons aussi de grands cinéastes qui ont des prix, qui ont leur nom et inscrit en lettres d'or, mais bon, ça n'a pas été le cas. Et personnellement, je souhaiterais qu'en Algérie, puisque c'est le 50e anniversaire de la Palme d'Or, on rende un grand hommage à l'Akhdar Hamina en reprenant ses films, par exemple, en les restaurant, parce qu'il faut aussi qu'en Algérie, on ait une école de restauration des films. Maintenant, on le fait. Il y a beaucoup de films qu'il faut restaurer pour les donner aux jeunes, aller voir. Hamina a fait 8 films. Peut-être que c'est très peu, mais c'est quand même des films qui sont importants à voir pour ceux qui aiment le cinéma, pour ceux qui veulent apprendre aussi l'art cinématographique, l'art de filmer, l'art de narrer, l'art de raconter et d'écrire aussi des scénarios. Voilà, 8 films, mais qui étaient carrément, je dirais, totalement suffisants justement pour servir quand même d'école, tout comme Kateb Yassine a fait juste un livre, mais c'est le livre. Voilà. Je vous propose donc, messieurs, de rester avec nous juste après cette courte pause. Nous voilà, mesdames et messieurs, de retour. Alors, bien sûr, on a parlé de l'Akhdar Hamina. L'Akhdar Hamina, c'est aussi des films et de la mémoire, puisque nous allons parler tout de suite de la mémoire. Et tout ça, la mémoire, le travail de mémoire, justement, ça commence par la reconnaissance. Benjamin Stora essaye de trouver quand même quelques propositions dans une tentative de débloquer, peut-être, de déminer ou de faire apaiser la crise entre Alger et Paris. Finalement, aujourd'hui, est-ce que le travail de mémoire, le travail de l'histoire aujourd'hui peut servir, si vous voulez, comme un socle pour apaiser les relations entre Alger et Paris? Oui, l'Akhdar Hamina, dans son film Décembre, en 1973, il avait évoqué la question de la torture. C'était la première fois dans le cinéma algérien qu'on évoquait cette question, qui a été beaucoup ignorée. Elle a été ignorée jusqu'à 2010, avec les premiers livres de Paul Ossarès, etc. Complètement occulté. On a commencé à évoquer cette question de la maltraitance, etc. Et Benjamin Stora a toujours évoqué cette question. Il a accordé une interview filmée à l'agence AFP, Agence France Presse, où il parle effectivement de ces gestes mémoriels, de la nécessité d'aller vers les gestes mémoriels, mais pour lui, c'est pas suffisant parce que la crise politique entre les deux pays est très profonde actuellement. Les ambassadeurs sont revenus à leur pays. Et donc, on est au niveau bas de la représentation avec la poursuite de la campagne haineuse menée par l'extrême droite française. On parle de visas, on parle de QTF, on parle de mesures de rétorsion. Ça continue sans arrêt. On parle de paperasse et de bureaucratie. Et le fait d'annuler de manière unilatérale les accords de 2013 et 2007 par rapport aux visas diplomatiques, c'est une décision de Paris qui n'a même pas été annoncée par les canaux officiels, mais par les médias. Et c'est pour ça que l'Algérie a tout de suite réagi en appliquant le principe de la réciprocité. Ça veut dire que quand on supprime des visas, l'utilisation de passeports diplomatiques sans visa, on veut pas d'améliorer la relation, on veut pas d'apaisement. Et la question mémorielle est toujours présente parce que côté français, on voudrait mettre de côté cette question mémorielle pour parler du futur. Parce que tous les présidents qui sont venus en Algérie, François Hollande, vers l'avenir. Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Jacques Chirac, tous ceux qui sont venus. Mais pas de la même manière. Toujours, ils parlent de la jeunesse, l'ouverture, les perspectives, etc. Ça veut dire qu'on nous invite à oublier le passé. Or, l'Algérie ne veut pas oublier le passé. Rappelez-vous, lorsque la dernière visite de Macron, Faisal Metabi de vous couper, lorsque un jeune lui a dit, je ne sais pas, un truc comme ça sur l'Algérie, je ne me rappelle pas exactement le terme, mais il lui a dit, quel âge avez-vous? Vous êtes jeune, est-ce que vous avez vécu la guerre d'Algérie? Donc, regardez vers l'avenir. Comme si lorsqu'on est jeune, on ne peut pas avoir quand même ce travail ou cette mémoire, ce patrimoine de nos aïeux. Oui, absolument. Est-ce qu'on poserait la même question aux jeunes Allemands par rapport au passé allemand?
parce que les Allemands ont été responsables, les Allemands nazis, je ne parle pas de la population allemande, ont été responsables de l'Holocauste des Juifs. Est-ce qu'on dira la même chose? Non, on dira non, il faut que les jeunes partent dans les camps de concentration de Birkenau, d'Auschwitz, etc. Les Algériens réclament une reconnaissance. Et d'ailleurs, le président de la République l'a répété à plusieurs fois, il parle au nom de tous les Algériens, il faudrait qu'il y ait une reconnaissance des crimes coloniaux. Or, qu'est-ce qui se passe? Les reconnaissances se font par petites bribes, si on appelle ça reconnaissance. Quand on parle de la responsabilité de l'État français dans l'assassinat d'Ali Boumendjel, qui a été jeté du 6e étage, quand on parle de l'assassinat de Maurice Oda, qui était un militant pro-algérien pour l'indépendance de l'Algérie, qui a été assassiné par les paras. Et la même chose pour l'Habib El-Mehdi. Mais qu'en est-il des autres? Il y a eu, et le plaidoyer de Benjamin Stora, vous l'avez dit dans l'interview, c'est de revenir au crime du 19e siècle. Parce que la colonisation française a commencé par des massacres. Il y a eu les enfumades de Dahra, il y a eu des massacres à Al-Rouat, il y a eu des massacres de la tribu de Oufiya à Al-Harrach. Oui, il y a eu d'autres massacres dans d'autres villes, à Constantine et ailleurs. Ces massacres ils sont inexistants dans les manuels scolaires en France. C'est une colonisation très particulière parce que c'est une colonisation de peuplement. Ça n'a rien à voir avec les autres colonisations. C'est-à-dire qu'il faut vider une population d'un territoire et inviter d'autres investisseurs ou d'autres, en tout cas aventuriers, venir combler le vide. Donc ça consistait, n'oublions pas que Tocqueville, quand il vient en Algérie, il constate qu'entre 1830 et 1847, il y a un tiers de la population qui a complètement disparu. Alors à un moment donné, il y avait des historiens d'extrême droite qui disaient non, ils sont allés au Maroc. C'était impossible, on sait qu'ils ont été massacrés. Donc c'était vraiment un génocide qui était complètement assumé parce qu'il y a des archives de Tocqueville, d'Ernest Renan, de parlementaires qui assument ça. Ils étaient en croisade. C'est l'histoire. C'est l'histoire, mais c'était assumé, c'est-à-dire que c'était pas caché. Il faut voir, en plus, c'était la Troisième République qui était là pour vider l'Algérie de sa population et venir investir ce territoire. Qui se passe aujourd'hui aussi en Palestine. Juste Faisal Metaoui, alors il faut juste rappeler que l'initiative justement de la commission mixte d'historiens est la preuve de bonne foi, de bonne volonté de l'Algérie. Parce que c'est elle qui l'a finalement demandé. On ne peut pas non plus mettre la balle dans le camp des Algériens. Parce que Benjamin Stora est président de cette commission du côté français. Il y a une commission constituée de 10 historiens, 5 côté français et 5 côté algérien. C'est un geste c'est l'Algérie qui a proposé la constitution de cette commission, pas pour écrire ensemble l'histoire, parce qu'on ne peut pas écrire la même chose quand on est colonisé et colonisateur. Et Benjamin Stora a bien fait de rappeler qu'on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Il y a eu un passé colonial. Il a rappelé par exemple les colonnes infernales. Les colonnes infernales, c'était c'était des soldats qui marchaient, qui brûlaient les villages. Ils ne laissaient pas de prisonniers. Ça veut dire qu'ils faisaient des massacres. Ils l'ont fait en Vendée, ils l'ont fait en Espagne, ils l'ont fait en Algérie. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à ça, à cette histoire effroyable. La colonisation a été un début effroyable. Les résistances populaires chez nous, parce que je pense qu'il faut en parler. Les Arabes, toutes les nouvelles... qui ont été réprimées dans le sang et de manière très sauvage. Ce qui s'est passé à Constantine, avec la résistance Ahmed Bey, avec les Mères Abdelkader dans l'ouest algérien. Ils sont allés jusqu'au trafic des eaux humains. C'est Olivier Lecourt-Grande Maison qui écrit ça dans un livre qui raconte comment, durant 3 ans, les militaires français sortaient les corps des tombes pour utiliser les eaux humains qui étaient riches en calcium pour leur agriculture. Il l'écrit texto. Et on a l'impression il servait d'engrais, allez. Exactement, c'est calcium. Parce que c'était riche en calcium, ça rentrait dans la procédure, si vous voulez, de l'enrichissement de la canne à sucre. Et on utilisait des eaux humains des Algériens. Et ça, Olivier Lecourt-Grande Maison a des lettres. On connaît les navires, on connaît les ports, on a les archives. Ça, on le sait. C'est-à-dire, quand on parle des historiens, les historiens, ils sont d'accord. Oui, dans le livre. Sauf les politiciens. Les politiciens, ils sont un peu mitigés. Ils disent il faut faire un pas en avant, mais ensuite, quand ils sont en fonction, ils reculent. C'est la preuve même qu'il y a une emprise d'extrême droite. Bien sûr, l'extrême droite. Je voulais juste rappeler par rapport donc à ce témoignage d'Olivier Grandmaison, c'est dans le livre Colonisé, exterminé. Exactement. Oui, il y a aussi, ils ont utilisé les armes chimiques également. C'est une première, les armes chimiques à Al-Rouat quand même. Mais les armes chimiques, c'était le gaz, oui, parce que c'était la première fois qu'on utilisait le gaz avant les nazis. Donc devant l'Holocauste. Oui, absolument. C'est pour ça que comme Jean-Michel Apathy, journaliste français très courageux, quand il rappelle qu'il y a eu des ouradours sur Glane, en Algérie, un village qui a été massacré, la population a été mise dans une église en France et a été
donc massacrés par les soldats nazis. On a eu la même chose à la mosquée de Kitchewa. On a eu aussi ça dans le Dahra. On a eu ça à Rouen, on a eu ça à Alger, on a eu ça à Brida, on a eu ça un peu partout. Je parlais des colonnes infernales qui commettaient des crimes, mais il y a aussi les fours à chaux de Léopolis, dans la région de Kelma. Les colons avaient tué des cibles à bout portant, et on a jeté les corps à l'intérieur des fours. C'était la même chose que pendant la période nazie. Donc oui, il y a eu des crimes de type nazi en Algérie commis par les soldats et qui étaient célébrés même. C'est parce que, Karim, si vous revenez aux premiers écrits des généraux, des généraux criminels comme Clausel, comme Messonnier, malheureusement des quartiers d'Alger portent leur nom dans le langage populaire. Saint-Arnaud, la Mauricière et les Pélissiers, tous ces assassins s'énorgueillaient de leur acte, célébraient leur acte dans leur livre. C'était pour eux quelque chose de... Ils s'enorgueillissaient. Oui, c'est pour ça que Benjamin Stora dit qu'il y a un sentiment chez les Français qu'il y avait une mission civilisatrice. C'est un peu le discours, le narratif repris par l'extrême droite. Et selon lui, le nationalisme français s'est construit justement sur l'idée de la Grande France. La Grande France, c'était aussi l'Algérie, parce que l'indépendance de l'Algérie, le recouvrement de la souveraineté nationale, c'était vu comme une douleur, comme un drame. C'est un vrai coup d'épée. Et cette douleur, elle est toujours là. Elle s'exprime à travers la voix d'Éric Zemmour, Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Jordan Bardella aussi, avoir contribué justement à faire tomber ou chuter la ville de Constantine, qui était quand même un fort assez imprenable. Oui, il a dit que nous, en tant que Juifs, on a contribué. Oui, parce que ça fait partie de l'unité de Maurice Papon qui ont commis des massacres dans le Constantinois. Et son père. Son père et ses oncles aussi. Continuent un peu à verser des larmes. Et célèbrent leurs crimes, parce que maintenant, c'est comme ils le font, du moins certains Juifs, pas tous les Juifs, le font à Raza avec les crimes coloniaux, parce que c'est une continuité en fait, ce qui se passe à Raza. Les massacres de civils, les attaques contre les ambulances, contre les hôpitaux, on tue des femmes enceintes, etc. On a fait la même chose en Algérie. C'est ça, si je peux me permettre. C'est-à-dire, en fait, on a l'impression que ce débat, c'est entre des professionnels ou des officiels de part et d'autre. En fait, il y a aussi un travail à faire en termes d'archives. Il y a des familles algériennes qui ont besoin de faire un deuil. On ne sait pas, par exemple, où sont enterrés leurs proches, dans quelles circonstances ils ont été assassinés, comment ça s'est passé. On cherche. Donc, il y a des personnes, jusqu'à présent, des familles de partout en Algérie qui veulent savoir ce qui s'est passé. Il y a un travail d'archives énorme à faire. Les historiens algériens ont beaucoup de choses à faire. Et malheureusement, il y a des zones d'ombre. Et la France joue sur ça en ne divulguant pas des archives, des traces, alors qu'ils les ont. C'est juste un travail de deuil ou de mémoire et de transmission à continuer. Oui, parce qu'à ce jour, ce dossier fait partie du contentieux algéro-français. L'Algérie a toujours demandé l'ouverture du dossier des disparitions forcées. Vous savez que les disparitions forcées est un crime continu. Il continue avec l'histoire. On peut juger ceux qui ont été auteurs de ces crimes, même 20 ans, 30 ans, 50 ans après, c'est le droit international. Encore faut-il qu'ils soient encore vivants, parce que lorsqu'on voit ceux qui sont vivants. Voilà. Mais qu'a fait De Gaulle Charles de Gaulle, en 1968, il a amnistié à deux reprises. À deux reprises, et puis il y a eu Mitterrand qui a amnistié aussi. Mitterrand était lui-même, il a les mains... Il s'est auto-amnistié aussi. Parce qu'il avait les mains tachées de sang, lui-même était ministre de la Justice, et il avait été d'accord pour qu'on exécute Ahmed Zabal, qui est parmi les premiers chouhada. Alors qu'il a été gracié par la volonté de... C'est grâce au travail de Benjamin Sora qui a écrit un livre à l'époque en parlant de Mitterrand de gauche, mais en fait qui avait complètement les mains dans le sang des Algériens. Absolument, oui. Voilà. Vous savez que Zabala, la guillotine s'est arrêtée 2 fois. À 2 reprises. Et dans la loi internationale, il a le droit à l'amnistie et à la grâce. À la grâce, il n'a pas été fait. Alors oui, c'est vrai, parce qu'on a tenté de cacher ces crimes à ce jour. Il n'y a pas que ça. Et d'autres crimes, il y a les explosions nucléaires dans le sud algérien, qui laissent des traces à ce jour. Il y a eu plus de 17 explosions, pas uniquement nucléaires, il y a aussi des explosions chimiques et biologiques dans la région de Wadi Namous, à Béchar, dans la région de Béchar. Des armes non conventionnelles. Non conventionnelles, Karim parlait des armes chimiques. On a parlé dans cette émission du documentaire, d'excellents documentaires sur les armes chimiques, qui étaient des armes spéciales. Et comme les armes spéciales, on aime bien ce terme, les pouvoirs spéciaux donnés à l'armée coloniale française à partir de 1956 ont donné des disparitions forcées. On a pris des pères de familles, on a pris des familles entières et on a fait disparaître.
il y avait des exécutions sommaires. On ne sait pas à ce jour c'est pour ça le nombre exact. Aujourd'hui... Et pour rendre hommage à Mme Malika Rahal, qui est une historienne, et M. Ressi Pucci, qui est aussi Fabrice, qui est aussi un historien français, qui font un travail de recherche à ce jour pour trouver. Oui, M. Christophe Lapaille qui travaille sur les armes chimiques. Et il y a quand même des historiens honnêtes qui essaient de faire ce travail. Ça veut dire que rien n'a été écrit ou dit. Parce que certains historiens, il faut leur noter qu'ils sont courageux parce qu'ils sont attaqués. M. Benjamin Stora lui-même est attaqué. Éric Zemmour qualifie M. Stora, qui est un homme respectable, de l'historien du FLN, parce qu'il dit autre chose que ce qu'on veut dire les historiens qui sont proches de l'extrême droite, parce qu'il y en a ceux qui n'ont qu'un pas les crimes coloniaux. Absolument. C'est un compliment. C'est un langage colonial. Parce que Éric Zemmour n'a jamais reconnu les méfaits de la colonisation, et pour lui, il n'y avait pas de nation algérienne, parce que les Français, lorsqu'ils sont entrés en 1962, bien sûr, Éric Zemmour ne sera pas de ceux qui reconnaître cela. Ils ont trouvé des palais, ils ont trouvé des jardins, ils ont trouvé de la vaisselle, ils ont trouvé des gens qui étaient bien habillés, qui écrivaient bien, etc. Et donc, ils n'ont pas trouvé des sauvages, parce que pour eux, ils sont venus le civiliser. C'est vrai qu'il est nécessaire aujourd'hui de rappeler que Éric Zemmour est devenu français grâce au décret Crémieux. D'ailleurs, comme tous les Juifs. Les Juifs, voilà. Parce que, en fait, c'était ça, finalement. Absolument, parce que lui... à un moment donné, ils ont choisi leur camp, donc on ne peut pas non plus venir pleurer. Là où il est malhonnête Zemmour, c'est qu'on a trouvé ça dernièrement dans des archives du journal Moudjahed, où les Moudjahidines disent à la communauté juive: vous êtes algériens, vous êtes nos compatriotes, rejoignez-nous. Éric Zemmour essaye de dire que le FLN à l'époque était anti-religieux, ce qui est complètement faux. C'est-à-dire, en fait, il ment. C'est-à-dire, il se targue d'être un historien, d'être un pourfendeur de la justice, alors qu'il ment. Il suffit juste de se répertorier aux archives, et on voit que le FLN, c'est là où ils sont modernes, ils sont révolutionnaires, c'est qu'ils veulent englober tout le monde, quelle que soit la religion, le courant, les dispositions d'esprit. Venez avec nous pour la liberté. Et ça, il ne le dit pas, et c'est un mensonge flagrant. Oui, plusieurs tracts, justement, ont été distribués pour leur demander de rejoindre... Rejoignez-nous pour la liberté. Parce que donc, ils ont choisi finalement leur camp. Bien sûr, l'idée révolutionnaire, c'est de dépasser les religions, les confessions. Oui, il y a des juifs qui ont il y avait des communautés juives qui vivaient quand même en bonne intelligence avec les communautés algériennes. Ils ont contribué, ils sont des Algériens, ils ont contribué à la guerre de libération nationale aussi. Hein. C'est pas parce qu'on est juif ou chrétien qu'on participe pas, les porteurs de valises, ceux qui avaient soutenu. Mais d'autres ont choisi... D'autres, évidemment, ont choisi l'autre camp. D'autres camps, par exemple, Éric Zemmour, qui se moquait d'une femme... d'origine africaine par rapport à son prénom, lui-même n'a pas du tout un prénom français. Il devrait se poser des questions aussi. Il s'appelle Eric, et Eric c'est un prénom d'origine scandinave. Il s'appelle Zemmour qui est d'origine algérienne. Donc même ça, il ne peut pas l'assumer, et il dit la chose de son contraire. Mais lui, il représente un courant, lui comme d'autres. Des courants qui n'ont jamais reconnu l'indépendance de l'Algérie, d'où leur attaque incessante contre l'Algérie, contre l'État algérien, contre les responsables algériens. Voilà donc qui nous amène tout droit vers le génocide à Raza, lors de la guerre de libération algérienne et d'occupation, puisque ça a duré quand même 130 ans et non pas 7 ans, là, ce n'était que la guerre de révolution. On passe à Raza, une autre guerre à ciel ouvert, un autre camp où on affame les enfants, les femmes, et puis on assassine également les journalistes à l'heure de sang-froid. Et finalement, ce carnage contre les journalistes continue pour faire taire finalement la voix de la vérité, pour que les gens autour dans ce monde ne sachent pas ce qui se passe réellement à Gaza, mais hélas, on le sait que trop. Finalement, nous avons vu par exemple Fatma Hassouna qui donc est partie, et puis il y a Yaqin Hamad, cette jeune activiste et influenceuse de Raza, qui a été assassinée par l'armée de l'occupation sioniste. Faisal Metawi. Absolument. Moi, personnellement, en parenthèse, j'aurais aimé que la clôture du Festival de Cannes rende hommage aussi aux journalistes palestiniens, aux artistes palestiniens. Parce qu'on ne peut pas se taire lorsqu'on est... Ils sont nombreux. Oui, on ne peut pas se taire lorsqu'il y a un massacre commis chaque jour, qu'il y a un génocide, 53 000, presque 54 000 morts. Officiellement, parce que selon le journal de Lancet, britannique, avec les morts indirectes, c'est-à-dire famine, maladie, manque d'hygiène, etc.,
on serait à plus de 250 000. Absolument. C'est-à-dire on va découvrir l'ampleur du génocide une fois, on l'espère, que les bombardements cesseront. C'est le carnage absolu. On ne peut pas reconnaître que l'antisémitisme est capable d'un tel génocide. Les Juifs eux-mêmes se sont plaints d'un génocide, d'un holocauste, de crime contre l'humanité, parce qu'on a l'impression que parfois, les crimes contre l'humanité, c'est uniquement pour les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors l'humanité, elle est beaucoup plus basse que ça. Et ce qui se passe à Gaza, Karim, vous savez, c'est un crime contre l'humanité, un crime de guerre, génocide, tout ce qu'on veut, épuration ethnique, parce qu'il y a une véritable épuration ethnique. On veut obliger la population de Gaza de quitter son territoire en l'affamant, en coupant l'eau, l'électricité, le carburant, en limitant l'accès des aides humanitaires, etc. Et en ciblant les journalistes. C'est exactement ce qu'a fait le colonialisme français en Algérie. Oui. Il avait imposé une censure militaire. Il n'y a pas de ligne rouge, finalement. Oui, il n'y a pas de ligne rouge. Tout est cible militaire. Oui, les systèmes coloniaux ne reconnaissent pas les droits des humains. Ne reconnaissent pas le droit des autres d'exister, le droit de résister. Parce que vous savez, pas leur humanité. Du point de vue du droit international, la France, l'antisémitisme Israël n'a pas le droit de se défendre. Parce que c'est une puissance coloniale. Ceux qui sont colonisés, ceux de la Palestine, parce que Israël occupe des territoires au mépris du droit international. On sait ce que font les colons, pardon Karim, ce que font les colons en Cisjordanie. Aujourd'hui, les colons sont en train de brûler les maisons des Palestiniens. Et vous avez vu comment cette entité a tiré sur des diplomates qui étaient à Jénine. C'est-à-dire même le droit... Même sur les secouristes. Sur les secouristes, sur les ambulances. On a même tué une jeune... Je pense que ça ne s'est jamais fait à travers l'histoire dans une guerre. Même la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre, il ne s'est pas produit comme ça, il me semble. Il y avait les droits de la guerre. Les autres massacres, en fait, n'ont pas été télévisés. C'est-à-dire qu'on a été télévisé, on a eu des archives en post-événement. Cette fois-ci, on sait ce qui se passe, plus ou moins, parce qu'on va découvrir l'ampleur de la catastrophe. Maintenant, c'est étouffé, Mais on sait qu'il y a des morts, on sait qu'il y a de la famine, on sait que délibérément, c'est-à-dire tout est cible militaire, c'est-à-dire un hôpital, une école, des journalistes. Oui. Monsieur, est-ce que vous êtes au courant que Julian Assange, qui a donc assisté au Festival de Cannes, est venu pour présenter un petit peu son documentaire, et il a donc présenté sa surprise qu'il portait sur son t-shirt avec les noms de tous les enfants qui ont été assassinés à Gaza. Donc, quand même, c'est un geste qui est très, très symbolique à Julian Assange. Absolument, parce que Julian Assange lui-même a été persécuté. Lui-même est un Australien, persécuté par le système américano-britannique, parce qu'il avait montré des choses qu'il ne fallait pas montrer. Parce que parfois, il y a toujours des failles dans le système. On a beau imposer des blocus, des systèmes de censure, comme on le fait actuellement sur Gaza pour une grande partie des médias occidentaux, mais à un moment donné, ça déborde. Et vous avez vu comment, aujourd'hui, les pays occidentaux, les alliés de l'antisémitisme, la critique après l'attaque contre les diplomates, on a découvert quand même que ces soldats, qui sont supposés représenter l'armée la plus morale du monde, n'est-ce pas, pouvaient tirer sur des diplomates désarmés. Comme ils le font sur les enfants. Ils ont tué presque 16 000 enfants et adolescents. Ils ont tué plus de 12 000 femmes, dont des femmes enceintes, dont des nourrissons. Ils ont brûlé des hôpitaux, des ambulances, des écoles. Donc, tout type de crime que vous pouvez imaginer. Ils n'ont pas... Et ce monde occidental qui nous dit, qui se présente comme le monde civilisé, nous donne parfois des leçons. Et on oublie de dire qu'il y a un droit à respecter. Il y a quand même des limites. Par exemple, je vous citerai le cas de Yaqin Hamad. Oui, justement, je voulais juste dire, parce que tout à l'heure j'avais cité son nom, mais elle n'a que 10 ans. Il ne faut pas s'imaginer que... Oui, mais c'est une enfant. C'est une enfant qui a été tuée à Dir el-Balah, donc à Gaza, le vendredi 23 mai. Elle avait 15 ans. Elle présentait à sa manière, avec son innocence d'enfant, ce qui se passe, on en voit à l'image dans son pays, parce que la Palestine est un État, un jour ou l'autre, ils vont le reconnaître comme un État indépendant qui dispose des terres aux frontières de 1967. Retenez, puisqu'on parle des médias, c'est une enfant qui a été tuée. Puisqu'on parle des médias, peu de médias ont parlé de Yaqin Hamad, et la plupart, c'est les médias arabes qui ont parlé de ça. Et pourtant, il y avait une autre influenceuse, créatrice de contenu mexicaine, qui s'appelle Valeria Marquez, qui a été tuée, 23 ans, qui a été tuée le 13 mai par balle. Elle était en direct, en live sur TikTok, donc à l'ouest du Mexique. Si vous faites des recherches sur les moteurs de recherche, Valeria Marquez, elle est partout.
il y a peu sur Yaqin Hamad. Vous voyez comme ce système dans lequel on vit. Mais Yaqin Hamad n'existe pas d'emblée avant même sa mort. Oui, c'est 2 poids, 2 mesures. Peu d'organisations parlent de l'assassinat de 215 journalistes, reporters et photographes à Gaza. Peu de journalistes parlent des assassinats de bébés, etc. Donc parfois aussi, je pense que le système médiatique international, une grande partie, il a aussi des comptes à rendre à l'histoire un jour ou l'autre. Oui, alors il y a 2 poids, 70 mesures, 1000 mesures. Au fait, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, l'assassinat des secouristes et des travailleurs humanitaires, comme ceux de la Croix-Rouge tout récemment. Il ne faut pas qu'il y ait de témoins oculaires, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui portent même de l'aide envers n'importe quel Palestinien qui serait en souffrance. C'est-à-dire, il faut... en plus, ils le disent ouvertement, c'est-à-dire, c'est même pas occulte. Ils disent tout simplement qu'ils veulent vider la population originaire de la terre et les faire sortir. Et, à un moment donné, ce génocide est en train de tout emporter, même le droit international, même la diplomatie occidentale, même les médias. C'est-à-dire, une fois qu'on espère les bombardements cesseront, il faudra refondre complètement le droit international, les médias, c'est-à-dire à se demander même, il y a des débats en Angleterre, si les journalistes ne vont pas un jour aller en cour de justice pour s'expliquer. Ils connaissaient les faits, ils les ont cachés délibérément, c'est très très grave. La population, je pense que certains médias vont rendre des comptes. C'est la charte de Munich. La charte de Munich, c'est de faire de l'éthique journalistique, parce qu'on n'a pas le droit de taire des vérités. Lorsqu'on tue des enfants, c'est vrai que le silence, c'est aussi et parfois, c'est pas la faute des journalistes, parce que parfois, c'est la faute de ceux qui détiennent les médias. Les producteurs, les gros producteurs. En grande partie, plus de 70% des médias sont détenus par des 5 ou 6 hommes d'affaires ils sont allés plus loin. Ils ont acheté même l'école du journalisme. Ça veut dire qu'ils sont en train de formater un certain type de journalisme, d'opinion, qui ignore ce qui se passe dans les réalités du monde et qui veut imposer une certaine vision du monde, comme on le voit actuellement dans une grande partie des médias. Mais maintenant, il y a effectivement une prise de conscience, l'avait dit Karim. Il y a une immense marche qui a eu lieu. Vous m'avez précédé. Vous l'avez dans votre esprit. Une immense marche qui a été organisée aux Pays-Bas, avec des t-shirts rouges. Il y a eu aussi le Parlement espagnol qui a voté une loi, une proposition pour interdire la vente d'armes à Israël. Et il y a eu aussi des écrits. La Belgique aussi. Il y a la Belgique aussi, il y a l'Irlande, il y a l'article 2 de l'Union européenne. Il y a quand même les politiques commencent à se... C'est un peu tardivement. Ça fait 1 année et demie. Mais les politiques maintenant ne croient plus, une grande partie des politiques, notamment dans les oppositions en Europe, ne croient plus au discours mensonger d'Israël. Parfait. Vous m'avez dit tout à l'heure, Karim, qu'effectivement, il y a une prise de conscience et vous avez entendu parler de la grande marche, la grande marche pour Gaza. Pas à Gaza, pour Gaza. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un sentiment qui est international, à savoir que lorsque les politiques ne peuvent plus rien faire devant cette impuissance à laquelle on assiste, il faut que les populations se bougent un peu. Se mobilisent. Mais c'est en train de poser même des problèmes pour les Occidentaux, parce que tout le monde voit, à part si on veut être aveugle, qu'il y a un hiatus entre l'opinion occidentale et ceux qui sont censés les représenter. Et ce qui est très grave, pour parler de Julian Assange, peut-être qu'il y a une remarque à faire qui est très importante et qui était un syndrome en fait de cet Occident. Julian Assange a demandé l'asile à l'ensemble des pays européens, et notamment français, qui lui ont refusé. Hollande, qui était à l'époque au pouvoir, il lui a refusé délibérément en disant qu'il ne pouvait pas le recevoir pour X raisons. En fait, ça ne tenait pas la route. Mais alors qu'il était dans des conditions difficiles et compliquées. Voilà, il était dans une position très difficile. Voilà, il avait dit la vérité. Son crime, c'est dire la vérité. Absolument. Merci beaucoup, monsieur, pour nous avoir éclairés pour ce débat. Merci Faisal Metaoui, chroniqueur à Mediapro. Merci Karim Bouaziz. Donc, bonne chance pour demain, pour l'échiquier international. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mediapro. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.